d'une tradition, d'une mythologie qui est très ancienne, que l'on retrouve dans énormément de pays et qui, de nos jours, avec la fantaisie urbaine, avec beaucoup de beaux livres, est revenu sur le devant de la scène depuis une bonne dizaine d'années. Avec nous, il y a donc André-François Ruot, auteur et éditeur, auteur entre autres d'un dictionnaire féerique assez exceptionnel, et Anne Fakhouri, qui met des faits dans ses livres. Alors on va commencer à parler d'encyclopédistes, et des deux sortes d'encyclopédistes, ceux qui font un travail de recherche très 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 sérieux, et ceux qui agrémentent leur travail de fiction, d'inspiration, etc. Donc d'abord, je vais passer la parole à André pour parler de son travail d'encyclopédiste des films. Donc oui, j'ai fait une série de bouquins qui s'appelle Dico féerique. Je suis en train d'écrire le 3e. Le premier, c'était sur les créatures plus ou moins humanoïdes, le deuxième sur les créatures animalières, et là je suis en train de faire le 3e sur les végétaux. Et quelle idée alors? Parce que autant sur les faits humanoïdes, il y a une foultitude d'ouvrages qui existent de toutes sortes, aussi bien ludiques qu'universitaires. Sur les animaux, le bestiaire fantastique, ça va, il y a beaucoup de choses, mais alors sur les mythes des végétaux, des arbres, etc., il y a excessivement peu de documents. Donc là, en fait, c'est un boulot encore plus passionnant, parce que c'est vraiment un boulot de recherche, mais vraiment intégralement de recherche, quoi. Dans le moindre bouquin de botanique, je suis susceptible de trouver un élément, mais pas plus qu'un. Voilà. Par exemple, je suis en train de lire là, les mémoires d'un écologiste anglais qui est mort en 2006. Et bon, c'est passionnant, charmant, etc. Et simplement dans la préface, il m'a donné 3-4 pistes passionnantes que j'ai été explorer. Mais vraiment, faut gratter, quoi. Et pourquoi j'ai voulu faire ça? C'est parce que à l'époque où j'ai commencé, c'est un bouquin, la première version, je l'ai fait il y a déjà longtemps, et il n'y avait pas en France tellement de bouquins, et il y avait surtout les encyclopédies de Claude Dubois, qui sont ravissantes, de Pierre Dubois, merci. Oui, Pierre Dubois et Roland Sabatier, l'illustrateur, et qui sont absolument superbes, mais qui ne sont... Enfin, elles ne me convenaient pas entièrement, quoi. Elles étaient très très fictionnalisées. Enfin, elles sont toujours très fictionnalisées. Et du coup, il invente certaines des créatures il les explique pas beaucoup, il invente certaines des créatures, voilà, il fait une très belle fiction, très très poétique. Et moi je voulais quelque chose de plus factuel entre guillemets évidemment, vu que c'est que du mythe. Mais voilà, mon idée c'était de faire vraiment un vrai dictionnaire, quoi, beaucoup plus factuel. Et Anne Fakhouri, elle, va nous parler justement de son amour pour Pierre Dubois. Alors, ne te méprends pas, Pierre. Mais moi, j'aime évidemment beaucoup ce que fait André François, mais c'est par Pierre Dubois, moi, que j'ai rencontré la féerie et par mon histoire familiale. C'était dans Spirou, en 1984. Ça s'appelait Le Grand Fabulaire du Petit Peuple. L'illustrateur n'était pas Robert Sabatier, c'était René Haussmann. C'était absolument merveilleux. C'était une fiche, simplement, avec l'histoire d'une fée. Alors bien sûr, quand on dit les fées, on est d'accord, tout le petit peuple, et on est d'accord qu'elles n'ont pas de paillettes, aussi. Et en fait, donc c'était absolument génial, c'était une fiche, parce que certains d'entre vous se souviennent du Grand Fabulaire du Petit Peuple, et avec des dessins d'Haussmann, et on avait comme ça accès à l'histoire d'une fée. Moi je me souviens de Louis le Courtois, qui était une fée très 18e, poudrée sur une barque. Et des paillettes.
comme poudré sur les paillettes. Ça brillait pas. C'était mat au contraire. Et en fait, sur une barque, et en fait, il fallait s'inquiéter, et c'est ça que j'aimais bien, il fallait s'inquiéter quand on se promenait sur le bord de l'eau, si on entendait éternuer parce qu'il avait trop prisé, il était dans le coin, et là, en silence, il attrapait les gens, et hop, il les noyait. J'adorais ça, c'était la peur délicieuse par excellence. Et donc j'ai découvert Pierre Dubois comme ça. Et puis ce que j'ai aimé dans les faits, alors après c'est une histoire familiale qui est vraiment liée aux faits. J'avais une arrière-grand-mère, je l'ai appris très tard, qui écrivait des histoires de fées, de chevaliers, la fantaisie, 1920. Ah bon, on publié dans le petit journal local. Et puis ma mère, quand elle était petite, quand elle était petite après la guerre, où c'était un petit peu difficile, où elle allait à l'école à pied, elle avait une fée dans sa poche. Et donc elle mettait la main dans sa poche pour toucher sa fée, et c'était vraiment une espèce de talisman contre tout. Donc il y avait ça, et puis il y a le fait que ce que j'aime dans les fées de Pierre Dubois et dans les fées en général, du folklore, c'est qu'elles n'ont pas été christianisées, elles ne répondent à aucune loi, elles ne répondent pas au bien ou du mal, elles répondent à la pulsion, au caprice, à l'envie, ce qui est beau, ce qui est élégant, ce qui est joli, ou au contraire, ce qui titille un peu, voilà, peut leur donner une réaction. Elles sont dans la réaction. Et ça j'ai absolument adoré ça, et j'ai adoré l'utiliser dans mon roman jeunesse, mon premier roman qui est Le Clairvoyage, où effectivement, même si on a l'impression qu'il y a une guerre, si on résume vraiment, entre mon héroïne et les fées, il n'y a pas de guerre en soi, dans le sens où il n'y a pas de bien et de mal. Il y a juste des fées à un moment qui ont décidé qu'un enfant était joli et qu'elles allaient le prendre pour le remplacer par un changelin. Une autre histoire de fée géniale, le changelin, terrifiante. Et voilà, et qui décident de taper quelqu'un parce que c'est amusant, parce qu'elles ont été vexées pour une raison ou une autre. Voilà, donc moi c'est vraiment la fée chez moi et dans mon travail, c'est vraiment quelque chose d'affectif et qui tient à l'enfance, et pas seulement à l'enfance, à cette conviction que je veux garder qu'il y a tout un monde, qu'on sent frémir du coin de l'œil. J'aime beaucoup les fantômes aussi pour ça, mais si on tourne la tête, c'est trop tard parce qu'on est vraiment trop lent de toute façon pour comprendre. J'adore ça, c'est vraiment ce qui me plaît. On retrouve des fées dans l'imaginaire celtique, par exemple, dès le départ. On les retrouve ensuite dans les gestes médiévals, mais c'est surtout au XIXe siècle qu'on en a d'autant plus parlé que certains, comme Conan Doyle, les photographiaient dans son jardin. Mais il y a aussi des faits modernes qu'entre autres André a découvert dans ses recherches. Alors, je voulais rebondir sur ce que disait Anne, puisqu'elle raconte sa vie, moi aussi je vais faire pareil. Je peux raconter que ça. Alors, oui, non mais tout à fait. Et moi, mes deux influences pour m'être intéressé à ça, et je vais rebondir ensuite sur ce que me demandait Sarah, c'est mon arrière-grand-tante, Lucie Boutillier du Retail, qui était une mondaine parisienne, qui avait un salon littéraire, etc. Et devenue vieille après la Deuxième Guerre mondiale, et veuve. Elle s'est passionnée pour le folklore de Touraine, et elle a réuni sur des petites fiches des légendes. Non, j'ai pas pu les publier pour des raisons de droit, parce que bon, voilà. L'héritier qui a les fiches ne nous a pas laissé les publier, malheureusement. Et par contre, j'ai un 78 tours où elle chante. Parce que la vieille dame, moi je l'ai évidemment pas du tout connue, enfin, pas évidemment, enfin, je ne l'ai quasiment pas connue, la vieille dame en question, mais elle était terrible, quoi, cette vieille intello, et à la fin de sa vie, elle faisait partie d'un groupe de folklore, de musique folk. Donc j'ai un 78 tours, un petit format, vous savez, petit comme un 45, mais en fait il tourne à 78, et où elle chante des chansons folkloriques. Puis mon autre, et je désespère pas d'un jour de mettre la main sur les notes, j'aimerais bien. Et puis mon autre influence, j'y pensais hier soir, c'est Terry Windling. Terry Windling, c'est une New-Yorkaise, éditrice. Et dans les années 80, Terry, très jeune, s'est imposée dans certaines maisons d'édition avec deux passions, et avec une passion pour les fées. Et elle a
inventée de manière géniale. Je me disais que finalement, elle a été précurseuse de manière incroyable, parce que je lisais hier soir un article dans le Monde d'hier, sur la mode des contes de fées revisités à Hollywood. Les films sur Blanche-Neige, sur le chasseur sur le Jack et le haricot magique, et ainsi de suite. Et je me disais que Terry Winning a été incroyablement précurseuse, parce que dans les années 80, elle a créé deux choses. Elle a créé la fantaisie urbaine, mais vraiment elle l'a créé ex nihilo, ça n'existait absolument pas comme genre littéraire. Et donc elle a découvert quelques écrivains, et elle a vraiment créé ce genre. Et puis également, elle a créé tout un mouvement de revival, si j'ose dire, des contes de fées, en faisant écrire à des écrivains des nouvelles, réinventant, revisitant des contes de fées. Elle a fait plein d'anthologies là-dessus. Et voilà, ça c'est mes deux... Voilà, c'est les deux influences. Puis sinon, pour rebondir enfin sur ce que tu demandais, oui, effectivement, quand j'ai fait des recherches pour les dico féeriques, je me suis quand même... Bon, c'est passionnant, tout le folklore, les mythologies du monde entier, mais je me suis interrogé sur, étant moi-même du coup fan de fantaisie urbaine, je me suis demandé si dans les mythes urbains actuels, ça existait. S'il y en avait, alors effectivement j'en ai trouvé, mais très 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 peu quand même. J'étais pas assez cherché, hein, c'est pas évident.